Si les médias nous parlent aujourd'hui d'outils, de méthodes comme les MOOC, Massive Open Online Courses, les SPOC, Small Pay and Open Course, comme nouveaux outils possibles de la formation ouverte à distance, il en existe bien d'autres forcément dans l'univers des possibles de la formation à distance. Nous allons parler ensemble, Jean. On avait décidé d'aborder quelques outils parmi la liste bien sûr non exhaustive des outillages et des méthodes qui s'offrent à la formation à distance cette année et pour les années à venir sans doute. Alors oui, Christophe, donc les MOOC, les SPOC, on a les COC, on a les SOC, enfin bon, on a le tournis. Et donc, pour répondre à ta question, je vais m'appuyer sur les travaux d'une référence au niveau mondial, hein, qui est l'Open University en Angleterre, hein, qui depuis quelques années sort une forme de palmarès, non pas des outils, mais des innovations pédagogiques qui pourraient marquer sur son temps. Alors c'est une liste d'une dizaine d'innovations. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Open University fait ça depuis déjà quelques années, et avec le souci de mettre en avant quelles sont les principales innovations qui pourraient, dans notre société de la connaissance, dans laquelle le numérique est de plus en plus présent, nous donner quelques repères par anticipation. Alors c'est vrai que c'est un contexte universitaire, que c'est un contexte anglo-saxon, qu'il y a un caractère un petit peu marketing, hein, puisque une innovation en chasse une autre, hein, donc on n'a pas forcément des constantes, mais c'est quand même intéressant d'aller voir cette étude. Hein, vous tapez Open University Innovation Pedagogy 2014 et vous aurez la liste des 10 innovations retenues. Christophe, parmi ces 10 innovations, hein, elles sont classées, bon, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais nos collègues anglais parlent de Massive Online Social Learning, traduction des MOOC, qui sont effectivement une innovation majeure pour différentes raisons. Et la première raison, c'est que c'est une innovation massive. C'est-à-dire que ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'apprenants et au niveau mondial. Et que ce phénomène de MOOC continue à s'amplifier et à se diversifier. Et qu'au sein des MOOC, il y a peut-être à boire et à manger, mais en tout cas, on voit que les choses se développent et la qualité est souvent présente. Alors juste une question pour chacun là-dessus. France Université Numérique, une offre de plus en plus large de MOOC. Est-ce qu'aujourd'hui on a un regard un petit peu sur ces 2 ans presque de développement, on va dire, de ces formules de cours ouverts au plus grand nombre et à une masse importante d'apprenants sur les parcours. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une volonté de découverte comme on pourrait dire, d'une mode? Alors effectivement, il y a eu un effet mode hein, depuis le premier MOOC francophone, hein, ITIPA, Internet tout y est pour apprendre, hein, que j'ai eu le plaisir de suivre. Donc depuis ce premier MOOC, hein, on a eu une succession d'opérateurs qui sont venus avec des MOOC plus ou moins transmissifs, des MOOC plus ou moins collectivistes. Mais en tout cas, effectivement, on commence à avoir un petit peu de recul. Il y a une série de billets et d'articles sur les MOOC extrêmement foisonnants. Et on voit quand même que les MOOC ont un impact, hein, parce que quand on interroge les apprenants, il y a souvent des éléments de satisfaction dans le déroulement des parcours d'un MOOC. Même si c'est vrai qu'il y a des taux d'abandon, mais qu'il faut prendre ces taux d'abandon avec beaucoup de recul, parce que du coup l'apprenant est libre de s'inscrire, il peut s'inscrire, ne pas le faire, il peut s'inscrire, le faire sans aller jusqu'à la validation, mais il peut aussi aller jusqu'au bout. Donc pour moi, fondamentalement, le MOOC, c'est donner de la liberté à l'apprenant. Et tout ce qui va donner de la liberté à l'apprenant me semble être très conforme au concept d'apprenance. C'est-à-dire, c'est un des outils qui peut mettre en œuvre le concept d'apprenance. C'est juste une parenthèse en l'occurrence, parce que c'est un peu grâce à toi que j'ai butiné, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou adapté en tout cas la capacité de suivre certains d'entre eux à mes contraintes professionnelles. On voit bien qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'abandonner, il
s'agit parfois de suivre en fonction de ses capacités organisationnelles. Oui, voilà. Donc les MOOC, c'est un espace de liberté où chaque apprenant va s'adapter. Moi, je me suis inscrit à 6 MOOC, j'en ai suivi 4 jusqu'au bout, et les 2 autres, l'un parce que l'intérêt ne me paraissait pas correspondre à mes attentes, et puis l'autre parce que mes contraintes professionnelles faisaient que j'ai pas pu le suivre. Mais les 4 autres, je l'ai suivi jusqu'au bout, et à chaque fois, j'ai tiré beaucoup de satisfaction de ces MOOC. Le dernier MOOC que j'ai suivi, c'est un MOOC Solerny sur les impressionnistes, et franchement, c'était vraiment apprendre par plaisir. Là, je l'ai mis en œuvre. Donc, c'est la première innovation retenue par nos collègues de l'Open University d'Angleterre. Deuxième innovation. Deuxième innovation, c'est le design pédagogique, learning design. En fait, c'est la possibilité qu'ont les équipes pédagogiques, qu'ont plus ou moins les équipes pédagogiques, de concevoir des modules et des parcours qui s'adaptent au mieux aux apprenants qui vont interagir avec eux. Et donc, c'est la capacité, grâce aux outils numériques, essentiellement, mais pas que, de construire des parcours qui vont prendre en compte les caractéristiques des apprenants qui vont suivre les parcours, et surtout de tenir compte de la réactivité des apprenants pour améliorer les contenus, les activités, etc. Donc le design pédagogique, c'est la capacité qu'ont les équipes pédagogiques de plus en plus, non pas d'avoir un cours en stock et de délivrer ce cours, mais d'anticiper, de préparer, d'ajuster et de réguler les contenus des activités en fonction des groupes d'apprenants qui vont se développer. Donc c'est ce que les Anglais appellent le learning design, et qui me semble être un élément, une innovation intéressante. Sur ce point-là assez majeur, venant du monde anglo-saxon de ma formation initiale, il y a quelques années, je me disais qu'on faisait du design ou du TOShop quand on était quelqu'un de la com, et qu'on habillait tant bien que mal nos supports et nos contenus de formation. On a vu naître depuis 2 ans, et Google nous annonce encore cette année des sorties assez incroyables, des ergonomies de production d'outillage type clip, vidéo animée, autoproduite par le formateur, qui fait de lui un producteur de pixels autant qu'un formateur. Le formateur devient producteur d'outils pédagogiques. Alors, moi, je fais l'hypothèse qu'au sein d'un organisme de formation, au sein d'une université, au sein d'une structure, il y a une équipe pédagogique. Et la majorité de l'énergie de l'équipe pédagogique, c'est de mettre en place de la relation pédagogique et donc de l'accompagnement pédagogique. C'est l'activité première d'une équipe pédagogique. Mais au sein de cette équipe, il peut y avoir une partie de l'équipe pédagogique qui va se spécialiser dans cette logique de conception, de design pédagogique, pour être en phase avec ses collègues et leur proposer, et aux apprenants, des contenus qui soient le mieux adaptés. Mais je pense que la première compétence d'une équipe pédagogique, c'est d'abord instaurer de la relation pédagogique dans les parcours, et que la dimension contenu n'est pas forcément une priorité. Par contre, le concept de design pédagogique, quand on peut mettre en œuvre au sein d'une équipe, me paraît extrêmement fructueux. Merci de nous rappeler au sein d'une équipe, parce qu'on voit quand même certains formateurs qui, très intéressés par les nouvelles méthodes de production d'outils, cherchent à s'approprier ces petits outils d'animation intuitifs, et qui, pour certains, nous donnent en évaluation le fait que c'est boulimique de temps, parce qu'ils sont à la fois producteurs et formateurs. La question du temps est fondamentale. Le temps de l'apprenant, le temps du formateur et le temps de l'équipe pédagogique, ça va être des vraies questions. Et il faut qu'on trouve des équilibres, et ces équilibres-là, à mon avis, la seule réponse possible, c'est de la compétence collective. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être tous des experts du numérique. Par contre, avoir une culture et une pratique du numérique, oui, mais une expertise horizontale et quelquefois verticale. La question du temps va être de plus en plus compliquée, parce qu'on va être en concurrence avec un tas d'activités, et se former tout au long de la vie, c'est être capable de s'organiser en tant qu'apprenant, et nous, en tant que formateurs aussi, de s'organiser pour accompagner cette logique-là. Donc c'est pas le formateur qui est couteau suisse, c'est l'équipe qui est couteau suisse. Oui, voilà, exactement. Troisième enjeu. Troisième enjeu, c'est la classe inversée. Alors, moi, je préfère parler de pédagogie inversée, flip classroom, qui consiste à dire que, en fait,
le présentiel doit être valorisé, doit être enrichi. Et ça sert à rien d'être ensemble dans le même amphi à écouter quelqu'un qui parle, si on a la possibilité d'entendre ce contenu indépendamment du lieu. Et de valoriser la présence pour qu'on puisse poser des questions, interagir, avoir une approche critique, construire un savoir ensemble. Et donc, Marcel Lebrun, collègue qui travaille beaucoup sur ces questions, a écrit des articles extrêmement intéressants sur cette pédagogie inversée qui cherche à redonner du sens à la présence, avec l'idée que, avant, je suivais mon cours à l'école et je faisais mes devoirs à la maison. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'une partie des cours se fasse à la maison et que les devoirs, je les fasse avec mes pairs, avec mes enseignants, avec mes formateurs, pour bénéficier de l'expertise et de l'approche critique, et que les devoirs, je les fasse dans une logique plus collective. Et donc c'est ça la pédagogie inversée. Alors on peut plus ou moins l'inverser, mais l'idée fondamentale de la pédagogie inversée, c'est de privilégier le présentiel pour mettre en place des interactions à dimension pédagogique. Et donc des groupes à dimension humaine. Exactement, hein, la relation humaine. Hein, c'est-à-dire que pour apprendre, je dois prendre des risques, et ces risques, il faut que je puisse m'appuyer sur les autres, mes pairs, mes formateurs, mes tuteurs, pour m'aider à m'autoréguler dans mes apprentissages. Si j'y suis seul, je vais être perdu, je vais perdre confiance, je vais me compliquer la tâche, etc. Et donc, apprendre à plusieurs, c'est bien plus efficace. Et donc, la pédagogie inversée, c'est justement à redonner du sens à cet apprentissage social, à cet apprentissage collectif. Deux points sur la classe inversée. J'ai l'impression, c'est peut-être plus anglo-saxon, qu'entre l'amphi grec et la salle aseptisée, comme on a pu la construire pendant les 40 dernières années pour en faire une classe, on découvre ces espaces underground, diraient certains anglais, de formation où le formateur peut être dans un espace type salon ou autre, en train de discuter entre apprenants, y compris formateurs. Est-ce que c'est pas une question de posture qui est en train de se réinventer là en matière de formateurs et de formés? Oui, moi j'irais même plus loin, je dirais que c'est aussi une dimension culturelle et que nos collègues anglo-saxons sont bien plus culturellement proches de cette idée d'être dans le même lieu et de partager avec entre apprenants et formateurs, entre étudiants et enseignants, que la culture latine où l'enseignant reste souvent à distance et n'a pas culturellement la même facilité à partager. Donc effectivement, il y a des enjeux culturels qui sont assez marqués. Permets-moi de te poser une question. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à tous ceux qui seraient tentés, ayant vécu les 30 ou 40 dernières années, d'opposer ces formes inventives comme une espèce de gadgetisation de la formation? Je pense que c'est un enjeu majeur parce que si nos dispositifs ne s'adaptent pas à cette logique de partage, de mutualisation, d'échange, d'interaction, je pense qu'une partie des apprenants adultes n'iront pas dans les dispositifs formels. Et qu'aujourd'hui, il y a des possibilités pour trouver cette dimension collective sans passer par des dispositifs formels. Les MOOC en sont un exemple, mais les MOOC, il y a 3 ans, n'existaient pas, donc on peut imaginer qu'il y aura d'autres dispositifs. Alors, sans passer d'un extrême à l'autre, je pense que c'est vraiment la nécessité de s'adapter à une nouvelle donne où l'apprenant est vraiment dans une logique de production et de partage. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui un parcours de formation d'adultes dans lequel on ne considère pas l'apprenant comme un producteur de savoir, un producteur de connaissances, qui va partager avec les autres et donc qui va pouvoir se valoriser dans ces échanges et dans ces interactions. Et c'est là où le numérique prend une place. Hein. Le numérique n'a pas de miracle pédagogique. Le numérique n'est que le vecteur de ces interactions. Mais vraiment de vraies interactions qui sont extrêmement fructueuses. Alors j'ai hâte de passer au suivant. Alors le suivant, hein, c'est Bring Your Own Device, hein, BYOD. Que certains collègues ont traduit avec, c'est-à-dire amener vos équipements connectés, et ce qui fait qu'effectivement, moi des fois je vais dans des organismes de formation où c'est marqué téléphone portable interdit,
Et je pense que cette affiche n'a plus de sens, hein. C'est la sonnerie du téléphone portable qui est interdit, mais le téléphone portable est un outil qui a une dimension d'interaction potentielle, donc à dimension pédagogique essentielle. Et au sein des entreprises, au sein des administrations, au sein des organismes de formation, chacun d'entre nous vient avec cette machine-là, et cette machine-là change la donne. Et donc on va devoir construire effectivement des ingénieries qui vont permettre à l'apprenant d'interagir, de produire directement avec sa propre machine. C'est une autre manière de l'interpeller sur sa culture et sa pratique numérique. Et puis c'est une manière aussi de lui donner la main pour qu'il puisse, avec facilité, puisque c'est sa machine à lui, pouvoir faire des choses en termes de production de connaissances, de partage de connaissances. Et donc le concept de avec, amener vos équipements connectés ou BYOD est un élément extrêmement important qui ne va pas sans poser des problèmes à nos collègues des DSI. Et donc, il y a effectivement de la régulation aujourd'hui à prévoir. Effectivement, un des points majeurs, celui de nombreuses questions qui se posent à nous quand on nous dit, prenons que l'exemple des établissements scolaires ou autres, mais l'adulte utilisateur autorisé, le mineur non autorisé, trouver une médiation et une place pour l'outil d'accès à l'information et d'accès au monde, puisque on a l'impression que le portable se généralise dans ses usages. Vaste défi quand même. Alors, vaste défi, en même temps, moi je pense qu'il y a des situations d'apprentissage dans lesquelles le numérique n'est pas intéressant, et il y a des situations où le numérique est intéressant. Donc le numérique est une possibilité, mais c'est pas un passage obligé. Donc en tant que formateur, en tant qu'enseignant, on peut dire, non, là, dans cette séquence-là, le numérique n'a pas d'intérêt. En même temps, inversement, je ne peux pas imaginer un parcours de formation d'adulte sans que le numérique soit mobilisé. Et si on mobilise le numérique, autant le faire avec efficacité, c'est-à-dire avec les propres machines des apprenants. Autre défi. Autre défi relevé par nos collègues de l'Open University, c'est learning to learn, c'est le apprendre à apprendre. Là, apprendre à apprendre. Moi qui suis compagnon du réseau des ateliers de pédagogie personnalisée, les EPP, apprendre à apprendre, c'est la base de la dynamique de l'auto-formation accompagnée. Apprendre à apprendre, c'est l'une des 8 compétences clés du référentiel européen. Il y a un universitaire américain qui, au XIXe siècle, disait il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui savent apprendre à apprendre et qui vont se débrouiller. Et puis il y a les autres. Effectivement, apprendre à apprendre, c'est acquérir des mécanismes, des habilités, des organisations qui vont permettre de s'auto-réguler dans ces apprentissages. Et à l'école, on fait comme si tout le monde savait apprendre à apprendre. Ceux qui réussissent à l'école, non seulement apprennent, mais ont appris à apprendre. Mais ceux qui ne réussissent pas à l'école n'apprennent pas, peut-être parce qu'ils ne savent pas apprendre à apprendre. Et donc, partir de l'hypothèse que tout le monde sait apprendre à apprendre, à mon avis, est un point interrogeant. Quand on met en place des ateliers apprendre à apprendre avec des adultes, on voit qu'on lève des blocages, et que lever des blocages, c'est permettre à l'apprenant de pouvoir progresser dans ses apprentissages. Donc, learning to learn, apprendre à apprendre, grâce à l'Union européenne, est une démarche extrêmement importante. Je me suis beaucoup questionné sur ce point-là, en croisant carré avec l'apprenance et entre autres tous ceux qui ont travaillé sur ce champ de la complexité, l'apprenant face à la complexité. Et on en revient souvent à cette notion qui est introduite par l'OMS des compétences psychosociales, effectivement, que l'individu ait les moyens d'agir et d'interagir avec son environnement pour être un apprenant. Est-ce que justement ce travail sur les compétences psychosociales, quelles qu'elles soient, gérer ses relations, aller vers l'autre, gérer son stress dans toutes les situations, je peux en citer d'autres, mais avoir de l'empathie pour l'apprenant bis, etc. Est-ce que c'est pas en soi le terrain fondamental du apprendre à apprendre aujourd'hui? Oui, on est au cœur d'une problématique que Albert Bandura
évoque sur le terme d'agentivité, avec le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire qu'un apprenant qui n'a pas le sentiment d'efficacité personnelle ne va pas pouvoir se projeter, ne va pas pouvoir se progresser, ne va pas pouvoir interagir, donc ne va pas pouvoir prendre sa place dans son environnement. Et donc cette question du sujet social qui se reconnaît comme apprenant et qui a la capacité d'interagir est fondamentale. Et particulièrement dans le secteur lié à l'apprentissage. Mais après, cette capacité d'autonomie de la personne acquise dans le champ d'apprentissage va rejaillir sur plein d'autres domaines, donc la vie personnelle, la vie sociale. Donc c'est de l'autorégulation, mais au-delà des apprentissages. Donc travailler sur le apprendre à apprendre, c'est développer l'autonomie, pas seulement dans le champ de l'apprentissage, mais dans tous les domaines. Et on est au 6e. On est au 6e, alors c'est donc Dynamic Assessment, hein, l'évaluation dynamique, comme étant une innovation pédagogique. Alors, en même temps, hein, l'innovation pédagogique, oui et non, hein, parce qu'on l'a dit, mais on peut le redire, hein, c'est une innovation relative, hein, parce que la pédagogie active, hein, Freinet et d'autres collègues ont déjà dit et redit que plus on travaillait sur la passation de la capacité de l'apprenant à s'évaluer, à s'auto-évaluer pour réguler ses apprentissages, et plus l'apprenant est efficace. Mais effectivement, ça reste une innovation, puisque plus on va prévoir dans nos ingénieries des événements, des actions qui vont permettre à l'apprenant de s'autoréguler, de s'ajuster, de se comparer par rapport au groupe, etc. Et plus on va le conforter dans cette capacité d'avancement progressive. Donc il faut absolument qu'on mette l'apprenant comme étant le propre acteur de son évaluation. Alors, un point majeur qui est celui-là, la modélisation des dispositifs fait que les clés d'évaluation sont pensées lorsqu'on détermine les objectifs pédagogiques dans cette culture française, et qu'en fin de compte, en soi, les financements et les validations des projets de formation sont ainsi construits. On s'aperçoit aujourd'hui, dans l'évolution vers l'apprenance, que le processus est plutôt dans une dynamique d'évaluation continue et d'une évaluation a posteriori d'un processus dynamique et évoluant. Comment je dirais pas faire comprendre, faire admettre que on finance, on construise des dispositifs qui sont évaluables a posteriori à partir de productions réalisées. Alors effectivement, c'est une vraie question, hein, puisque aujourd'hui nos dispositifs sont très centrés sur du contenu. Il faut fournir un programme, il faut fournir des référentiels, qui sont par ailleurs intéressants, hein. Je ne dis pas que le contenu et les référentiels ne sont pas intéressants, mais en fait, c'est une des phases de l'apprentissage. Et nous, en termes d'ingénierie, si on construit uniquement autour du contenu, on se limite. Et il faut absolument qu'on puisse travailler sur la mise en activité de l'apprenant et la mise en activité collaborative des apprenants. Et donc, vérifier que le contenu a été transmis, c'est un point, mais ce qui est aussi important, c'est de voir comment l'apprenant s'est mis en activité, comment il s'est mobilisé, comment il est capable d'interagir, comment il est capable de réguler ses relations, et comment il est capable, au final, de se valoriser en fin de parcours pour être en mesure de mieux s'insérer, de rebondir sur d'autres champs d'activité, d'autres domaines, d'autres responsabilités. Et donc effectivement, on voit bien que nos évaluations ne doivent pas être centrées que sur le contenu, mais centrées aussi sur l'activité et comment l'apprenant s'est impliqué dans ces activités, et donc ces activités à travers ses productions. Et donc il faut qu'on puisse non seulement vérifier que des contenus de connaissances ont été suffisamment bien transmises, mais que l'activité de l'apprenant et les productions de l'apprenant sont conformes à ce qu'on peut attendre de lui. Donc effectivement, les critères d'évaluation doivent être peut-être mieux répartis entre contenu et activité. Dans l'espace-temps. Ouais. Alors encore deux autres, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Donc nos collègues anglais parlent
de event-based learning, l'apprentissage événementiel, c'est-à-dire learning by doing en fait, c'est-à-dire on apprend mieux quand on est engagé dans un projet de préférence collective. Et donc là, on parlait d'activité, donc effectivement dans un parcours de formation, l'apprentissage événementiel est une manière de rassembler les énergies, de mobiliser, de lancer peut-être la pédagogie du défi par rapport à une réalité, mettre en place un séminaire, mettre en place une exposition, préparer un déplacement, un voyage, enfin tout ça c'est connu et reconnu, mais c'est quand même intéressant qu'en 2014, les Anglais rappellent qu'on peut aussi apprendre en faisant et en se mobilisant, et donc que l'équipe pédagogique soit en capacité de donner les clés du camion aux apprenants pour que les apprenants puissent s'organiser par eux-mêmes. Donc, il y a une prise de risque de l'équipe pédagogique, et cette prise de risque, il faut qu'on l'assume dans un cadre défini, mais qu'effectivement, si on veut que l'apprenant s'autonomise, il faut qu'on donne des cadres autonomisants. Et donc, des fois, on est dans des pédagogies paradoxales, où on demande à l'apprenant soit autonome, dans un cadre qui est trop fermé, et dans lequel l'apprenant se rend bien compte que s'il prend trop d'initiatives, il va se faire taper sur les doigts. Et donc, l'apprentissage événementiel demande une certaine cohérence entre l'injonction qu'on peut donner à l'apprenant et le dispositif qu'on met en place pour qu'il puisse ou pas le faire. Un des points clés, on parle depuis longtemps de la formation à action, de la recherche, de la formation interventionnelle, et de cette capacité à se dire qu'en fin de compte, à partir de la pratique ou de l'appui à la pratique, on gagne en apprentissage. Il n'y a pas si longtemps, on était en train de parler de ça en se disant que le point clé, c'est la capacité que peut avoir le formateur à reconnaître le savoir et le pouvoir expérientiel de l'apprenant. Encore une fois, on parlait de posture, mais reconnaître le pouvoir agir et le pouvoir expérientiel d'un apprenant, c'est un vrai sujet. Alors c'est un vrai sujet qui renvoie à nos dispositifs dits en alternance, alternance entre la théorie et la pratique, sauf que souvent ce sont des alternances juxtapositives qui sont pas forcément en dynamique les unes par rapport aux autres. Et pour reprendre ce que tu dis et reconnaître ces capacités expérientielles des apprenants, il faudrait que les territoires d'alternance en milieu professionnel soient beaucoup plus valorisés, beaucoup plus accompagnés, et que les apprenants puissent effectivement se développer. On peut faire le constat entre nous que souvent les logiques d'alternance sont des logiques à minima, et que ce minima n'est pas pédagogiquement satisfaisant. Donc on peut avoir effectivement une marge de progrès dans cette dimension. L'alternance oui, mais une alternance qui permette à l'apprenant de se valoriser sous différents éléments. Le point suivant. Alors, le point suivant, c'est celui que j'attendais. Learning through storytelling, donc c'est apprendre par la narration. Et donc c'est un point qui n'est pas nouveau encore, mais les Anglais mettent l'accent dessus, de donner la possibilité à l'apprenant d'écrire des histoires, d'écrire son histoire ou d'écrire ses histoires, de structurer, d'approfondir, de revisiter son savoir, de créer des liens, de respecter des règles, de publier, de partager, ce sont des éléments extrêmement intéressants. C'est une manière de donner à l'apprenant de se projeter, de donner du sens par une écriture. Une écriture, écrire, c'est formaliser sa pensée, et donc on est vraiment là dans quelque chose d'important. Tous les apprenants ne sont pas prêts à écrire leur propre histoire, donc il y a peut-être des accompagnements à faire. Ça peut être une histoire plus collective, ça peut être une histoire simulée éventuellement, mais en tout cas on voit bien que donner la main à l'apprenant pour qu'il puisse écrire, avec ce que les Anglais appellent le digital storytelling, c'est-à-dire l'écriture par le récit numérique, c'est-à-dire que je peux écrire seul, mais je peux écrire à plusieurs. Je pense à des outils comme Wiki, des outils Wiki, Framapad, Google Drive, enfin il y a un tas d'outils qui permettent d'avoir une écriture collective, synchrone ou asynchrone, et qui du coup permet d'avoir une narration confortée par ses pairs. Ça concerne tous les publics, y compris les adultes peu qualifiés. C'est-à-dire que c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire de reconnaître à un apprenant la capacité d'écrire,
seul ou à plusieurs, est quand même un élément extrêmement important. Donc, apprendre par la narration. Permets-moi de revenir plutôt du côté des formateurs sur ce point de vue-là. On apprend, dès le plus jeune âge, par l'histoire. Oui. L'histoire racontée par son père, Oui. sa mère, l'histoire ponctuée d'émotions, d'informations qui font résonance. Certains parlent des Madeleines de Proust inscrites dans sa propre histoire. On voit bien qu'en fin de compte, l'intérêt d'un public, d'un audimat, aujourd'hui, je ne vais pas citer TEDx, mais je pourrais citer aussi des grands moments captivants que j'ai eu l'occasion de suivre en écoutant des enregistrements de Cyrulnik de Rabi, etc. Albert Jacquard, Michel Serres. Voilà. Quand on écoute ces hommes et ces femmes parler, enseigner, former, transmettre, la tonalité, la manière de raconter une histoire, la manière de l'illustrer, par des faits qui leur sont propres, par des éléments de vie qu'ils analysent en eux, non pas par des exemples, mais comme des interrogations, fait qu'on a envie de les suivre, de les entendre et de questionner ces sujets. On a plutôt l'impression, lorsqu'on regarde ou qu'on analyse les méthodes plus françaises, qu'on est sur cette histoire du sommaire narratif, avec le grand 1, le grand 2, le grand 3, la synthèse. L'esprit cartésien. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas justement une espèce de paradoxe à l'aspect de la pédagogie par le telling et la capacité aujourd'hui que pourraient avoir des formateurs à raconter une ou des histoires de formation illustrée? Alors, moi je pense que écrire une histoire ou entendre une histoire, ça relève du même phénomène, qui est un petit peu la magie de relier la singularité et l'universalité. C'est qu'on est tous différents, mais que en fait l'humanité, on partage les mêmes espoirs, les mêmes angoisses. Donc c'est une forme d'apprentissage du collectif que d'entendre des histoires ou d'écrire des histoires. Et donc ça participe pour moi au principe de reconnaissance. L'un des points clés pour vouloir apprendre, déjà se sentir appartenir à ce collectif d'apprenants. Et puis ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que écrire une histoire, c'est se mettre dans une logique de créativité. Et cette créativité, elle va ouvrir des dynamiques, elle va ouvrir des possibles, elle va ouvrir des choses. Donc on peut écrire à la main, avec un stylo, on peut écrire au tableau, on peut écrire avec une souris sur un ordinateur. Et donc on a différentes possibilités d'écrire, et donc de s'ouvrir et d'interagir avec les autres. Donc que le récit soit manuel ou le récit soit numérique, on est sur de la créativité et de l'interactivité de personnes. Je ne vais pas revoir un mélange entre des proches et les personnes qu'on a citées là, mais pour qu'un récit soit vivant, il faut qu'il ait un brin de dérision pour l'humilité, un brin d'humour pour le collectif. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que certains de ces ingrédients ne sont pas vraiment sérieux dans la formation? Alors, écrire une histoire, c'est compliqué. Écrire une bonne histoire. Mais par contre, c'est à la portée de tous. Ça se travaille. Et donc, je pense qu'effectivement, toutes les histoires ne se valent pas, mais que on peut travailler le matériau de l'histoire, avoir des conseils, reprendre ses formulations, reprendre son fil conducteur. Et donc, cette compétence, plus elle sera collective et plus elle va s'enrichir pour effectivement arriver à des choses. Alors, il y a le récit académique, mais il y a le récit de Gueluc. Entre le récit académique et le récit de Gueluc, on a une ouverture et un potentiel. Mais le fait d'écrire, le fait de produire est au cœur de l'apprentissage. Et donc, dans nos dispositifs, je pense que comme on peut dire qu'on n'utilise pas suffisamment le jeu, on peut dire qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment la narration.
Et c'est en ce sens que le travail que font nos collègues anglo-saxons là, de l'Open University, de nous rappeler des innovations qu'on connaît, mais de les remettre à l'éclairage mondial, hein, puisque c'est une étude qui a une dimension mondiale, me semble extrêmement intéressant. C'était notre dernière. C'était notre dernière. Racontons ensemble des histoires Exactement. au cœur de la formation ouverte. Voilà. Et je vous invite à aller voir cette étude de nos collègues de l'Open University. Alors, il y a le texte est en anglais, mais il y a des collègues français qui ont déjà travaillé sur cette production qui existe depuis 2012, 2013, 2014. Voilà. Merci pour ce court moment d'histoire. Merci Jean. Merci Christophe.